Pourquoi on ne peut pas répondre à la question « Qu'est-ce que la philosophie ?» C'est parce que si vous regardez de trop près, la question « Qu'est-ce que nous pousse à définir la philosophie ?» Et que signifie définir? Ça, vous l'avez déjà vu. Définir, c'est limiter. Définir, c'est délimiter. Définir, c'est tracer des frontières. C'est chercher des contours et des pourtours. Et comme vous le savez, la philosophie, elle n'a pas de contours et de pourtours. Elle n'a pas de limites. Elle n'a pas de frontières. Pourquoi? Parce qu'elle réfléchit sur tout. La philosophie, c'est une discipline qui n'a pas d'objet d'étude précis. Elle réfléchit sur tout, à tout et sur le tout. Maintenant, une discipline qui réfléchit à tout, sur tout et sur le tout, cette discipline ne peut pas avoir de définition. Les autres sciences peuvent être définies. Exemple, si vous me posez la question, quel est l'objet d'étude des mathématiques? Je peux vous dire les nombres de l'arithmétique et les figures de la géométrie. Quel est l'objet d'étude de la géologie? La géologie se base sur les animaux. Quel est l'objet d'étude des sociologues? La société. Quel est l'objet d'étude des anthropologues? L'homme. Mais quel est l'objet d'étude des philosophes? Les philosophes, ils n'ont pas d'objet d'étude. Pourquoi les philosophes n'ont pas d'objet d'étude? C'est parce que la philosophie est un discours globalisant et réfléchit sur tout, à tout et sur le tout. Maintenant, une discipline qui n'a pas de frontières, pourquoi? Parce qu'elle réfléchit sur tout, cette discipline ne peut pas avoir de définition. La philosophie non plus ne peut pas avoir de définition. Pourquoi? Parce que la philosophie, elle est personnelle. Que signifie la philosophie? Elle est personnelle. Ça veut dire que chaque philosophe parle sa propre langue et suit sa propre logique. La philosophie de Kant n'est pas la philosophie d'Aristote. La philosophie d'Aristote n'est pas la philosophie de Schopenhauer. La philosophie de Schopenhauer n'est pas la philosophie de Alex Kagame. La philosophie de Alex Kagame n'est pas la philosophie de Chamalenga. Donc à partir de là, on sous-entend quoi? On sous-entend que donc, chacun a sa manière de philosopher. Donc chacun a sa manière de philosopher. Ceci peut nous pousser à dire que donc chacun aura sa définition. Raison pour laquelle la philosophie est faite de philosophies qui s'opposent les unes des autres. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs définitions. Chacun a sa manière de définir la philosophie. Exemple, lorsqu'on avait posé à Platon, Platon, qu'est-ce que la philosophie? Platon dit, philosopher, c'est apprendre à mourir. On avait posé cette même question à qui? À peut-être Descartes. Qu'est-ce que la philosophie? Descartes dit, la philosophie, c'est l'étude de la sagesse. Par la sagesse, on n'entend pas seulement la prudence dans les affaires, mais une parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir, tant pour la conduite de sa vie que pour la conservation de sa santé et l'invention de tous les arts. Cette même question à Aristote, le philosophe est celui qui possède, dans la mesure du possible, la totalité des connaissances. À partir de là, on sous-entend que donc chacun aura sa manière de définir la philosophie. S'il en est ainsi, on ne peut pas trouver une définition. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas non plus trouver une définition en philosophie, c'est parce que la philosophie aussi ne se base pas sur consensus. C'est pour cela Aristote dit, c'est Aristote, les philosophes ne sont d'accord que sur leur désaccord. Si les philosophes ne sont d'accord que sur leur désaccord, on ne pourra pas parler d'une définition qui marquera l'accord des esprits. C'est impossible. Ça aussi, c'est un point qui nous empêche de définir la philosophie. Un autre point qui nous empêche de définir la philosophie, c'est parce que la philosophie, elle est relative. Comme disait Hegel, toute philosophie est fille de son époque. À partir de là, comme on n'a pas les mêmes époques, on ne peut pas avoir les mêmes définitions. Si je vous rappelle ces points, c'est parce que vous pouvez avoir un sujet là-dessus. En philo, il ne faut rien laisser en rade. On peut vous donner des sujets dans n'importe quelle partie. Exemple, les points qui nous montrent qu'on ne peut pas définir la philosophie, vous pouvez avoir un sujet là-dessus. Exemple, si je vous donnais ce sujet, la philosophie échappe-t-elle à toute capturation définitionnelle? La philosophie échappe-t-elle à toute capturation définitionnelle? Donc, là, si vous voulez argumenter, vous êtes obligé de montrer les points qui nous empêchent de donner une définition. Ça, c'est évident. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Maintenant, si on termine aussi la question, qu'est-ce que la philosophie? On peut aborder maintenant les définitions. Maintenant, comme on ne peut pas définir la philosophie de manière générale,
on peut aussi dire, peut-être essayer de chercher ce que la philosophie n'est pas. Et si je vous posais la question, la philosophie n'est pas quoi? La philosophie n'est pas une science. Pourquoi la philosophie n'est pas une science? C'est parce que la science se base sur un savoir et la philosophie n'est pas un savoir. Est-ce que vous avez compris? La philosophie n'est pas un savoir. Pourquoi? Parce que, comme disait Pierre Fougerolas, il disait que même si la philosophie n'est pas un savoir, elle est la dissolution de tout savoir acquis et de tout pouvoir établi. Donc à partir de là, on peut alors dire que la philosophie n'est pas un savoir. Si la philosophie n'est pas un savoir, la philosophie n'est pas une science. Il faut régler ça. Et aussi, comme on parle de science, de savoir, il y a des trucs aussi qu'il faut comprendre. Si je vous posais la question, qu'est-ce qu'un savoir? Vous pouvez avoir un sujet de dissertation où il y a ça. Savoir, ça veut dire quoi? Savoir, c'est connaissance. C'est ensemble de connaissances dans un domaine précis. C'est ça qu'on appelle savoir. On peut vous donner un sujet où il y a savoir. Maintenant, que signifie connaissance? Que signifie connaissance? Que signifie connaissance? Oui. Connaissance peut être définie comme ensemble de vérités dans un domaine précis. Si on vous dit dans un domaine précis, c'est parce qu'il y a plusieurs types de connaissances. Il y a la connaissance peut-être philosophique, on peut dire cela. Il y a la connaissance religieuse. Il y a la connaissance artistique. C'est ça qu'on appelle définition des concepts. Il y a des concepts en philo, il faut les maîtriser. Que signifie savoir, que signifie connaissance, ça, impérativement, il faut maîtriser ça. C'est bon? Donc, la philosophie n'est pas une science parce que la science se base sur un savoir et la philosophie n'est pas un savoir. À part la science aussi, la philosophie n'est pas une religion. Pourquoi la philosophie n'est pas une religion? C'est parce qu'on sait que la religion repose sur des vérités dogmatiques. Et la philosophie, elle est anti-dogmatique. Pourquoi la philosophie, elle est anti-dogmatique? C'est parce qu'elle est essentiellement critique. Or, la religion n'admet pas la critique. Dans la religion, si vous dites Dieu est grand, les religieux, ils vont dire est-ce que Dieu est grand? Mais Dieu est grand, tu poses la question, est-ce que réellement, est-ce que ça, on n'est plus religieux. Donc à partir de là, on peut alors dire que donc, la philosophie n'est pas une religion. Parce que la religion repose sur des vérités dogmatiques et la philosophie, elle est anti-dogmatique. Et que signifie dogmatique? Dogmatique, ça signifie une vérité absolue. Ça signifie une vérité indéniable. Ça signifie une vérité imprescriptible. Ça signifie une vérité absolue ou bien une vérité indélébile. C'est ça qu'on appelle vérité dogmatique. Exemple de vérité dogmatique, si je vous disais que Dieu est l'être incréé et créateur, c'est une vérité dogmatique. Dieu est l'être incréé et créateur, c'est une vérité dogmatique. Ou encore, si je vous dis Dieu est une cause qui n'a pas de cause, qu'aucune autre cause ne cause, ça c'est une vérité dogmatique. Donc une vérité dogmatique, ça veut dire une vérité qu'on ne peut pas remettre en cause. Or, la philosophie, on doit tout remettre en cause. La philosophie ne commence qu'avec la décision de remettre tout l'héritage culturel et philosophique à une critique sans complaisance. Or, la religion n'admet pas la critique. On peut alors dire que la philosophie n'est pas une religion. Est-ce que vous suivez jusque-là? Très bien. À part ça aussi, la philosophie n'est pas quoi? N'est pas de l'art. L'art, comment on peut définir l'art? On peut dire que l'art est une activité désintéressée qui vise le beau. Toute activité qui vise l'utile n'est pas de l'art. Toute activité qui devient utile n'est pas de l'art. Donc l'art est une activité désintéressée qui ne vise que le beau. Est-ce que vous avez compris? C'est ça qu'on appelle l'esthétique, l'art. Et vous savez que la philosophie ne vise pas le beau.
Est-ce que vous comprenez? À partir de là, on peut dire que la philosophie n'est pas l'art. La philosophie aussi n'est pas quoi? N'est pas un mythe. Mythe, ça vient du mot grec mythos. On peut dire que le mythe est un récit fabuleux d'origine populaire, basé sur l'imagination, qui fait appel à des forces surnaturelles et qui se transmettait de génération en génération. Définition un peu paraphrasée. Donc ça, c'est l'explication mythique. Et comme vous le savez, bien avant l'arrivée de la philosophie, vous savez qu'il existait le mythe. Le mythe est considéré comme mode d'approche du réel numéro 1. Pourquoi les hommes ont créé le mythe? C'est parce que, comme vous le savez, l'homme il était un être curieux. L'homme était curieux. Et pour apaiser sa curiosité, ils ont créé l'explication mythique. Pour apaiser leur curiosité. Exemple, à l'époque, l'homme était un peu curieux pour comprendre l'origine de la pluie. Raison pour laquelle si la pluie tombait, eux ils disaient que si la pluie tombe, c'est parce que le dieu de la pluie est en train de pisser. Le dieu de la pluie est en train de pisser, c'est pour cela que la pluie tombe. Mais j'ai dit le dieu de la pluie. Donc c'est dans ce sens-là. Et comment il expliquait les tempêtes, vent, etc. Il disait que s'il y a le vent, c'est parce que le dieu du vent est en colère. Et le dieu du vent, on l'appelait Éole. Éole est en colère, c'est pour cela qu'il y a tempête. C'est ça qu'on appelle un peu l'explication mythique. Raison pour laquelle, si on posait la question, qu'est-ce qui caractérise l'explication mythique? Vous dites que l'explication mythique est caractérisée par l'imagination. L'explication mythique est caractérisée par des vérités dogmatiques. L'explication mythique est caractérisée par des vérités qui se basent sur sacré. Et l'explication mythique est caractérisée par l'irrationalité. Ça, c'est les caractéristiques de l'explication mythique. Maintenant, prenez les caractéristiques de la philosophie. La philosophie, elle ne peut pas se baser sur l'irrationalité, elle ne peut pas se baser sur vérité dogma. Donc, on exclut immédiatement que la philosophie n'est pas le mythe. C'est bon? On pouvait continuer aussi en disant que la philosophie n'est pas la technique. La technique, c'est savoir-faire. Et la philosophie ne se base pas sur savoir-faire. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Il est plus facile de dire ce que la philosophie n'est pas que de dire ce que la philosophie est. Et pour comprendre ce qu'est la philosophie, il faut commencer par élimination. Exemple en wolof. soo leen yóbbu woon seen benn rakk pour mu dem jàngi menuisier mu dem ci atelier menuisier bi premier jour chef menuisier bi ne ko demal nga indil ma rabot, va me chercher un rabot. Arrivé là-bas, caisse à outils, l'apprenti menuisier ne sait pas ce que signifie le rabot. Il peut amener quoi? Il peut amener une scie en disant, monsieur le patron, voici le rabot. Et le patron va lui dire que non, non, ça c'est une scie. Ce n'est pas un rabot. Va me chercher le rabot. Et à partir de là, son patron commence par élimination. Raison pour laquelle en philosophie, il faut commencer par élimination. L'idée, mom là. Mu ñëw caisse à outils, il peut chercher. Mu gis marteau. Mu jël marteau bi yóbbu ko. Mon patron, voici le rabot. Le patron va lui dire, non, ça ce n'est pas un rabot, c'est un marteau. Va me chercher le rabot. Est-ce que vous comprenez? Il peut venir gis pince, yóbbu pince. Su ko defee di koy def ba benn affaire des dafay ne kon lii mooy rabot. Est-ce que vous avez compris? Mais nag su fa gisul tam dara tam dafay ne kon fii rabot newu fi. C'est ça qu'on appelle procéder par élimination. Raison pour laquelle je vous dis, mieux vaut dire ce que la philosophie n'est pas que de dire ce que la philosophie est. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Donc maintenant, c'est dans ce sens-là. Maintenant, si on élimine cette partie, vous aimeriez qu'on parle de quoi aussi, toujours dans le domaine 1? Le sens? Le sens commun. Avant le sens commun, peut-être la philosophie comme réflexion critique. C'est ça, c'est inévitable. La philosophie comme réflexion critique. La philosophie comme réflexion critique, c'est une partie incontournable. Même si la philosophie était une voiture, on peut dire que le moteur, c'est la critique. Si la philosophie était une personne, on peut dire que l'âme, c'est la critique. Mais malheureusement, les non-philosophes n'ont pas compris. Les non-philosophes n'ont pas compris. Pourquoi les non-philosophes n'ont pas compris?
C'est parce qu'ils ont l'habitude de dire que les philosophes, ils passent tout leur temps à critiquer. Et pourtant, tel n'est pas le cas. En philosophie, si on parle de critique, on sous-entend quoi? Analyser. Si on parle de critique, on sous-entend essayer d'avoir l'esprit supérieur à l'idée. C'est ça qu'on appelle un peu la critique. C'est le fait de deviner. Exemple, l'année passée, lors d'une synthèse, j'avais donné l'exemple là aux élèves. Exemple, il y avait une année, c'est lorsque le président Abdou Diouf était là. Il y avait le président Clinton, États-Unis, qui était venu rendre visite, notre président à l'époque. Donc le lendemain, les journaux ont mentionné que Diouf salue Clinton. Maintenant, si on a l'esprit philosophique, on doit méditer sur ce titre-là, Diouf salue Clinton, en posant des questions. Pourquoi le journaliste n'a pas pu mentionner Clinton salue Diouf? Pourquoi le journaliste n'a pas pu mentionner ces deux se saluent? Mais le journaliste, il préfère mentionner Diouf salue Clinton. Est-ce que le journaliste ne voulait pas dire, tout en le disant, que le pauvre salue le riche? Ouais. C'est ça qu'on appelle l'esprit critique. C'est pour cela qu'on vous dit, philosophie, c'est aller au-delà de l'apparence. C'est aller au-delà de l'apparence. Philosophie, c'est aller au-delà de l'apparence. Ça veut dire qu'en philosophie, il ne faut pas essayer de se baser sur ce que vous voyez. Essayez de voir ce qui n'est pas là. Ce qui n'est pas visible. Essayez de voir l'invisible. C'est ça qu'on appelle la philosophie. Et pour cela, il faut critiquer. Donc critiquer, c'est diagnostiquer. Critiquer, c'est analyser. Mais les gens, ils n'ont pas compris. Ils disent que les philosophes, ils passent tout le temps à critiquer. Ils critiquent. Tel n'est pas le cas. En philosophie, critiquer, c'est vérifier. Ça veut dire en wolof, si je suis Manela, exemple, tey am na ku wax lu garaaw ci rajo bi man waruma laa gëm dama laa war a laaj ci ban rajo lañ ko waxee nga ne ma Walfadjri ma ne la Walfadjri nga ne ma ma jàpp journal bi su rombee ma kar ko dinaa ko déglu su ma ko déggul dégguma ko du ma ko gëm. Ça veut dire qu'en philosophie, avant d'accepter, il faut vérifier. C'est ça qu'on appelle la critique. Maintenant, la critique est considérée comme la base de la philosophie. Comme la base de la philosophie. Sans critique, on ne peut pas parler de philosophie. Et tous les philosophes se sont tombés d'accord sur la critique. Tous les philosophes, la majeure partie du temps. Exemple, si vous prenez Descartes, je vous ai donné tout à l'heure la citation de Descartes lorsqu'il dit « Je pris un jour l'entière résolution de rejeter comme fausses toutes les opinions que j'avais reçues jusqu'alors en ma créance afin d'en remettre d'autres meilleures ou bien les mêmes lorsque je les aurais ajustées au niveau de ma raison. » Vous prenez Platon. Pourtant, philosophie, c'est apprendre à mourir, c'est la critique. Pourquoi philosophie, c'est apprendre à mourir, c'est l'aspect critique. Qui peut l'expliquer dans la classe? Philosophie, c'est apprendre à mourir, c'est critiquer. Pourquoi c'est critiquer? Si on vous dit, n'est-ce pas, vous avez tous la citation. Philosophie, c'est apprendre à mourir. Qui peut me démontrer qu'on nous parle de la critique ici? Philosophie, c'est apprendre à mourir. Il y a l'aspect de critiquer. Vous ne pouvez pas... Qui peut essayer? Oui, allez-y. Oui, c'est le fait de séparer l'âme et le corps. Ici, philosophie, c'est apprendre à mourir. On ne vous parle pas de mort naturelle. On vous parle ici de séparation entre l'âme et le corps. Pourquoi? Parce que la vie du corps engendre la mort de l'âme et la vie de l'âme engendre la mort du corps. Mieux vaut mourir au corps que de mourir dans l'âme. N'est-ce pas? Vous comprenez? Maintenant, apprendre à mourir, c'est le fait de ne pas accepter le corps. Et le fait de ne pas accepter, c'est nier, c'est critiquer. Est-ce que vous avez compris? Donc, apprendre à mourir, c'est critiquer. Vous laissez ça, vous prenez qui? Vous prenez aussi Jankelevitch, lorsqu'il disait que philosopher, c'est se comporter à l'égard du monde comme si rien ne va de soi. Ça aussi, c'est critiquer. Mais ici, il y a l'étonnement. Il y a l'étonnement. Exemple, si je vous donnais ce sujet, philosopher, c'est se comporter à l'égard du monde comme si rien ne va de soi. Qu'en pensez-vous? Pour argumenter, vous avez besoin de convoquer l'étonnement et la critique. Si rien ne va de soi,
par force, il y aura l'étonnement. Est-ce que vous avez compris? Ça aussi, la citation de Jankélévitch, il y a l'étonnement et il y a la critique. Vous laissez cette citation, vous prenez, si vous voulez, Bertrand Russell. Dès que nous commençons à philosopher, nous constatons que même les choses les plus ordinaires de la vie quotidienne nous posent des problèmes auxquels on ne trouve que des réponses très incomplètes. Il y a l'aspect critique. Donc si vous regardez de trop près, on peut alors dire que la critique, c'est la base de la philosophie. Mais on ne critique pas pour critiquer, mais on critique pour avoir la certitude et la clairvoyance. Est-ce que vous comprenez? Mais aussi, il faut comprendre que toute critique n'est pas philosophique. On peut critiquer sans autant philosopher. C'est le fait d'avoir l'esprit grincheux. C'est le fait d'avoir l'esprit grincheux. L'esprit grincheux, c'est l'homme du sens commun. Il peut critiquer, mais il ne philosophe pas. Donc à partir de là, on peut dire que toute critique n'est pas philosophique. Dans ce cas, il y aura deux critiques. Il y aura l'esprit critique et l'esprit de critique. L'esprit critique, c'est le philosophe. Mais l'esprit de critique, c'est l'homme du sens commun. Donc c'est l'homme du sens commun qui critique pour le simple plaisir de critiquer. Mais si le philosophe critique, c'est pour trouver la vérité. Est-ce que vous avez un peu compris? Donc toute critique n'est pas philosophique. On peut critiquer sans philosopher. Donc c'est ce qu'il faut retenir par rapport à la critique. Mais toujours, comprenez que critiquer, c'est vérifier. C'est comme si je vous donne mon sac, je vous dis, je vous confie mon sac, je dois partir à Dakar. Si vous êtes philosophe, vous allez lui dire d'ouvrir le sac et vous allez voir tout ce qui est à l'intérieur. C'est plus sûr. C'est ça qu'on appelle vérifier, c'est critiquer. Maintenant, si je vous donne le sac et vous ne me dites absolument rien, de retour, je peux vous dire que dans mon sac, il y avait 500 000. Et à partir de là, tu n'auras pas d'excuses. Donc, raison pour laquelle dans la vie, il faut avoir l'esprit philosophique. Avant d'accepter, il faut vérifier. À part l'esprit critique aussi, surtout cette partie aussi, elle est importante, c'est la recherche perpétuelle. Surtout cette partie. La majeure partie du temps, parfois, si on vous donne un sujet, si la thèse est critique, si vous voulez, vous pouvez nuancer en parlant de la recherche perpétuelle. Que signifie la recherche perpétuelle? Ça veut dire que philosophie, c'est chercher à épuiser l'inépuisable. Philosophie, c'est chercher à épuiser l'inépuisable. Philosophie, si wolof amul yemukaay. Philosophie amul fumu yem. La recherche perpétuelle. C'est dans ce sens que Karl Jasper disait, qui peut me rappeler la citation où il parle de route? Qui peut me rappeler Karl Jasper un peu fort? Les questions et chaque réponse. Très bien. Philosopher, c'est être en route. Les questions sont plus essentielles que les réponses et chaque réponse devient une nouvelle question. On sous-entend quête perpétuelle. C'est pour cela qu'on vous dit, le philosophe, il est un pèlerin éternel de la vérité. Un pèlerin éternel de la vérité. Ça veut dire que donc, le philosophe, il cherche sans arrêt. C'est pour cela aussi, on peut vous dire, philosopher, c'est chercher à épuiser l'inépuisable. L'inépuisable, ça veut dire ce qu'on ne peut pas épuiser. Le philosophe, il marche comme ça. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, pourquoi? Parce qu'en philosophie, chaque réponse engendre une nouvelle question. En philosophie, il n'y aura jamais d'arrêt. C'est ça qu'on appelle une recherche perpétuelle. Est-ce que vous comprenez? À part recherche perpétuelle aussi, de manière résumée, il faut aussi comprendre la totalité. On peut vous donner un sujet peut-être où on parle de la philosophie comme connaissance de la totalité. Et pour comprendre la philosophie comme connaissance de la totalité, convoquez l'histoire de la philosophie. Qui est l'inventeur du mot philosophie? Pythagore. Est-ce que vous savez que Pythagore, il était un omniscient? Pythagore, il était un astronome. Pythagore, il était un musicien. Pythagore, il était un grand mathématicien avec le théorème de Pythagore. Donc l'inventeur du mot philosophie était un omniscient. Ça montre quoi? Ça montre que la philosophie elle-même se base sur la totalité. Donc convoquez l'histoire pour montrer cela. Après l'histoire, prenez la philosophie, toujours l'histoire. À l'époque, c'était la philosophie qui englobait toutes les sciences. D'ailleurs, c'est pour cela la philosophie, on l'appelait
la mère des sciences, ou encore on l'appelait la philosophie comme connaissance encyclopédique. Oui. C'est pour cela qu'il disait que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Très bien, c'est pour cela, après la mort de Socrate, Platon avait fondé son école qu'on appelait académie et Aristote son école qu'on appelait le lycée. Mais comme vous le savez, Platon et Aristote ne défendaient pas les mêmes positions. Raison pour laquelle Aristote, il est un empiriste, Platon, il est un idéaliste. Est-ce que vous avez compris? Platon, il est un idéaliste, Aristote, il est un empiriste. Même si vous les regardez, leurs photos, Platon, il fait ça, Aristote comme ça. Là, c'est l'intelligibilité, ça, c'est la sensibilité. Aristote, il valorise la sensibilité, Platon, il valorise l'au-delà. Le monde supra-sensible. Maintenant, raison pour laquelle, après la mort d'Aristote, ces deux se sont séparés. Et Platon a fondé son école qu'on appelle académie et Aristote le lycée. Et au fronton de l'académie, devant l'entrée, on avait mentionné que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Platon, il voulait montrer quoi? Il voulait montrer que philosophie et science sont ensemble et doivent marcher la main dans la main. Et d'ailleurs, même j'ai l'habitude de dire à mes élèves de S, vous devez aimer la philosophie plus que les élèves de L. Pourquoi? Parce que vous, les élèves de S, la philosophie, c'est votre domaine. Et l'histoire n'a pas retenu un philosophe qui n'était pas un scientifique. J'ai dit un philosophe qui n'était pas un scientifique. Prenez Thalès. Mais Thalès, il est qui? Il est le patron de la philosophie. Thalès, il est le patron de la philosophie. C'est avec Thalès qu'on a commencé à parler de la critique. C'est avec Thalès qu'on a commencé à parler d'école philosophique. Qui était le premier à tourner le dos à l'explication mythique? Thalès. Qui était le premier à développer la critique? Thalès. Pourquoi a développé la critique Thalès? Parce que Thalès, il disait quoi? Il disait que l'eau est la base de toute chose. Toute chose provient de l'eau et s'en nourrit. N'est-ce pas? Et ces deux disciples qui étaient Anaximandre et Anaximène, pourtant ils soutenaient le contraire. Anaximandre, il soutenait quoi? Anaximandre, il soutenait quoi? Anaximandre, il soutenait quoi? L'infini ou la paix. Et Anaximène, il soutenait l'air. Pourtant, ils ont critiqué leur maître. C'est à partir de là qu'on commence à parler de la critique. C'est pour cela qu'on vous dit, en philosophie, la meilleure manière de rendre la monnaie à son maître, c'est de le critiquer. Et cela a démarré avec Thalès. Et pourtant, aujourd'hui, si vous posez la question, qui est Thalès? On va vous dire le théorème de Thalès, les rapports, triangles, etc. Pourtant, il est le patron de la philosophie. Vous prenez Pythagore, il est l'inventeur. C'est pour vous montrer que donc la philosophie était la connaissance de la totalité, ou bien la totalité de la connaissance. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est intéressant. N'est-ce pas? Vous comprenez? Vous voulez dire quoi? Oui? Bon, est-ce qu'il est possible de dépenser son maître? Parce qu'on nous a dit souvent que chaque philosophe dépense comment critiquer son maître pour le dépenser. Très bien. Vous tous dans la classe, vous devez dépasser vos professeurs. Non, si un élève, un étudiant qui ne peut pas dépasser son professeur, il est un incapable. Vous allez chercher de manière personnelle. Et même en Wolof, on vous donne cette métaphore. Xale soo ko jëlee nga tunkom ko. Pourtant nag yow yaa ko may mu gis lépp. Mais mi ngi gis loo xam ne yow gisoo ko. Vrai ou faux? Mais c'est une vérité absolue. Xale soo ko tegee fii dina gis loo xam ne yow gisoo ko. Donc raison pour laquelle tout élève doit dépasser son maître. Tous les élèves qui sont là, mes élèves, vous devez me dépasser de loin. Non, si, ça c'est la réalité, ça c'est en philosophie. Raison pour laquelle, vous voyez, Aristote, il n'a pas accepté Socrate, l'idée de Socrate. Il balayait Socrate. C'est pour cela qu'il disait qu'il y a deux choses que j'aime, c'est la vérité et l'amitié. Mais je prône la vérité, mais je ne prône pas l'amitié. C'est pour cela, en philo, il n'y a pas de copain, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman. C'est une réflexion, c'est dans ce sens. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Donc, à partir de là, on sous-entend la philosophie comme connaissance de la totalité. Et aussi, pour montrer la philosophie comme connaissance de la totalité, aussi, vous pouvez donner la métaphore arborescente de Descartes,
Qui peut me rappeler la métaphore arborescente de Descartes dans la salle? La métaphore arborescente de Descartes. Oui, mademoiselle? La philosophie est un art dont les racines sont la métaphysique, le tronc, la physique et les branches qui se situent à trois phases. La médecine, la morale et la mécanique. Très bien. On peut dire que toute la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc, la physique, et les trois branches qui sortent de ce tronc sont les autres sciences qui se réduisent à trois principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale. Donc à partir de là, on sous-entend la philosophie comme connaissance de la totalité. Pourquoi? Parce que s'il dit toute la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, comme ça, les racines, la métaphysique, le tronc de l'arbre, la physique, et les trois branches qui sortent de ce tronc, les autres sciences qui se réduisent à trois principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale. Donc s'il dit que toute la philosophie est comme un arbre, donc si je vous pose la question, où se trouve la métaphysique? À l'intérieur de la philosophie. Où se trouve la physique? À l'intérieur de la philosophie. Où se trouve la médecine? À l'intérieur. Où se trouve la mécanique? À l'intérieur. Où se trouve la morale? À l'intérieur. Si la philosophie englobe toutes ces sciences, on peut alors dire que la philosophie est la connaissance de la totalité. Est-ce que vous avez compris? Mais l'arbre de Descartes aussi cache d'autres vérités, d'autres idées. Exemple, si vous regardez de trop près l'arbre de Descartes, Descartes nous donne l'ordre qu'on doit suivre pour avoir des connaissances. C'est pour cela que Descartes dit, on ne saurait monter un arbre en commençant par les branches, mais on commence par les racines. Pour avoir des connaissances, commencez à monter l'arbre par les racines. Essayez de comprendre la métaphysique. Si vous avez des connaissances sur la métaphysique, remontez, cherchez à avoir des connaissances sur la physique. Après la physique, montez, cherchez à avoir des connaissances sur la médecine. Après la médecine, sur la mécanique. Après sur la mécanique, la morale. Si vous terminez tout, vous allez avoir une connaissance encyclopédique. Est-ce que vous avez compris? Donc, au niveau de l'arbre de Descartes, on nous donne l'ordre à suivre pour avoir des connaissances. Ça, c'est ce que cache l'arbre. L'arbre aussi cache autre chose. L'arbre cache l'amour de la sagesse. Je vous ai dit tout à l'heure que l'amour de la sagesse veut dire savoir, connaissance, comportement. N'est-ce pas? Maintenant, regardez les deux extrémités de l'arbre. Qui peut me donner les deux extrémités de l'arbre? C'est les racines et la morale. Mais racine et morale, ça c'est la sagesse. Racine et morale, c'est la sagesse. La sagesse signifie connaître. La sagesse signifie aussi comportement, ça veut dire la morale. Est-ce que vous avez compris? Donc dans l'arbre aussi, on sous-entend cela. Dans l'arbre aussi, on sous-entend d'autres secrets. Exemple, si je vous donnais un sujet et je vous demande de me montrer que philosophie et sciences sont liées, vous pouvez me donner l'arbre. Philosophie et sciences sont liées. Pourquoi? Parce que si vous regardez de trop près, les racines, c'est la métaphysique. Et vous savez que la philosophie est métaphysique par excellence. Et le tronc, la physique, et la physique, c'est la science. Et il y a un rapport entre tronc et racine. On ne peut pas parler de racine sans tronc, ni de tronc sans racine. Il y a un rapport entre racine et tronc. Il y a un rapport entre la physique et la métaphysique. S'il y a un rapport entre la physique et la métaphysique, il y a un rapport entre la science et la philosophie. Est-ce que vous comprenez? L'arbre aussi cache ces genres de secrets-là. Est-ce que vous avez compris? Mais l'arbre aussi cache d'autres secrets, mais cela est un peu personnel à moi. C'est le fait de dire toutes les religions révélées se réduisent à trois, à savoir la religion musulmane, la religion juive et la religion chrétienne. Et le tronc, ça sera la foi, et les racines sera Dieu. On sous-entend les religions révélées si on se base sur l'arbre. Donc là aussi, on sous-entend donc d'autres réalités. Est-ce que vous comprenez jusque-là? Maintenant, ce qu'il faut retenir, donc là, on définit la philosophie comme connaissance de la totalité. Mais on peut terminer aussi par Descartes, si on se base sur sa citation qui se trouve dans les principes de la philosophie, c'est lorsqu'il disait que la philosophie signifie l'étude de la sagesse et que par la sagesse, on n'entend pas seulement la prudence
dans les affaires, mais une parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir, tant pour la conduite de sa vie que pour la conservation de sa santé et l'invention de tous les arts. C'est bon? On attaque la philosophie et le sens. La philosophie et le sens commun. Et pour comprendre la philosophie et le sens commun, il faut comprendre peut-être l'allégorie de la caverne. À partir de là, vous pouvez mieux comprendre la philosophie et le sens commun. Comment vous pouvez comprendre l'allégorie de la caverne? Platon nous dit, vous suivez, ça c'est une grotte. On peut l'appeler grotte, on peut l'appeler demeure souterraine. Et à l'intérieur, on avait enchaîné des prisonniers depuis leur enfance. Ces prisonniers sont là, enchaînés depuis leur enfance. Ils sont là, enchaînés. C'est bon? Et là, il y a épaisseur de mur qu'on peut considérer comme paroi. Et ces prisonniers-là sont enchaînés. Si j'avais un peu de craie couleur, sont enchaînés ici. Les prisonniers sont enchaînés là. Donc ça symbolise les chaînes. Et derrière la caverne, il y a quoi? Derrière la caverne, il y a un mur. Et derrière ce mur, il y a une route. Et là, il y a un feu allumé. On peut ne pas dire feu. On peut symboliser feu par quoi? Par le soleil. N'est-ce pas? Vous comprenez? Donc là, on sous-entend ça, c'est une métaphore tout simplement. Maintenant, si vous voulez comprendre philosophie et sens commun, essayez de retracer quoi? L'allégorie de la caverne. Maintenant, les prisonniers enchaînés ici, c'est qui? C'est l'homme du... Très bien. Les prisonniers enchaînés ici, c'est l'homme du sens commun. Donc voici les chaînes. C'est l'homme du sens commun. Est-ce que vous suivez jusque-là? C'est l'homme du sens commun qui est à l'intérieur de la caverne. Est-ce que vous comprenez? Et à l'intérieur, il fait extrêmement sombre. Mais certes, il y a la lumière, mais il fait extrêmement sombre. Est-ce que vous comprenez? Et dans la caverne, la seule connaissance qu'on peut avoir, c'est la connaissance sensible. Que signifie la connaissance sensible? Que signifie la connaissance sensible? C'est la connaissance que nous donne nos sens. C'est la connaissance que nous donne nos sens. Entre parenthèses, retenez que Dieu nous a donné 3 facultés pour avoir des connaissances. 3 facultés. Et les 3 facultés, on doit les utiliser. Quelles sont les 3 facultés pour avoir des connaissances? Les sens, la raison et la foi. Écoutez très bien. Les sens, la raison et la foi. Il y a des vérités, la raison ne peut pas les trouver. Vous ne le savez pas. La raison a des limites. Exemple, si on est là, n'est-ce pas? Nous sommes tous là, en classe, à l'école. Si quelqu'un débarquait tout de suite en nous disant qu'il y a un accident derrière la route, il y a un accident sur la route, qu'est-ce qui peut nous permettre d'avoir une connaissance par rapport à l'accident? C'est le fait de sortir et aller voir. Soo fi nekkee di philosophie doo ci am benn xam-xam. Soo fi nekkee di gëm lan ngay gëm? Foofu amul gëm. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Donc à partir de là, vous êtes obligé de sortir et aller regarder. Et si vous regardez, vous voyez il y a accident, vous dites que ah, ça c'est accident. Qu'est-ce qui nous a permis d'avoir cette connaissance? Les sens. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, il y a des connaissances, nos sens ne vont pas intervenir, c'est la raison. Et il y a des connaissances, la raison ne va pas intervenir, ça sera la foi. C'est pour cela quand il dit, j'ai dû abolir la raison pour faire place à la foi, au niveau de la métaphysique. C'est parce qu'il veut montrer que la métaphysique, ce n'est pas domaine de la raison, c'est domaine de la foi. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est les sens qui m'ont un peu excité à vous parler de tout ça. On reprend. Maintenant, là, on sous-entend l'allégorie de la caverne. Donc, les prisonniers symbolisent qui? L'homme du sens commun. Et les chaînes symbolisent quoi? Il y avait une année, on avait donné ce sujet à l'examen bac. La philosophie nous délivre-t-elle de nos chaînes? Si on vous avait expliqué rapport entre philosophie et l'homme du sens commun à travers cette métaphore qu'on appelle l'allégorie de la caverne, vous allez comprendre les chaînes. C'est pour cela, moi, j'ai l'habitude pour la leçon philosophie et sens commun de démarrer par ça, pour que l'élève puisse comprendre. Ici, les chaînes symbolisent quoi? Oui? Très bien, ça signifie la tradition. Mais chaîne avec S, à part tradition, ça signifie les convictions. Ça signifie nos croyances. Ça signifie
nos habitudes. Ça signifie les préjugés. Ça signifie aussi les interdictions qui n'ont pas de fondement. Les interdictions qui n'ont pas de fondement. Dans notre société, on nous dit quoi? Il ne faut pas parler de sel la nuit. Voyez, ça c'est interdiction sans fondement. Il ne faut pas parler de serpent la nuit. Ça c'est sans fondement. Il ne faut pas parler de singe la nuit. Je me rappelle, il ne faut pas parler de serpent la nuit. Nos parents nous disaient que si vous dites Diane la nuit, il faut dire pas que Yanki, Maintenant, vous voyez ça. Maintenant, ça c'était un peu extraordinaire. Donc ici, on expliquait rapport entre le philosophe et l'homme du sens commun. Et je vous ai dit tantôt que l'homme du sens commun, on sous-entend les non-philosophes. Ça veut dire ceux qui ne sont pas des philosophes. Maintenant, pour comprendre l'homme du sens commun, rapport entre philosophie et l'homme du sens commun, il faut se baser sur l'allégorie de la caverne. Et l'allégorie de la caverne, ça se trouve dans le livre 7 de la République. N'est-ce pas? Donc je reprends, ça c'est une demeure souterraine. Et à l'intérieur, on avait enchaîné des prisonniers depuis leur enfance. Et derrière la caverne, il y a un mur. Et derrière ce mur, il y a une route. Et là, il y a le soleil ou un feu allumé. Donc ça, c'est une explication un peu imagée, tout simplement. Maintenant, les prisonniers enchaînés à l'intérieur de la caverne symbolisent qui? Symbolisent l'homme du sens commun. On sous-entend le non-philosophe. Et les chaînes symbolisent la tradition, symbolisent les préjugés, symbolisent les opinions, symbolisent les interdictions qui n'ont pas de fondement. Maintenant, et ces gens-là, ils vivent dans l'obscurité. Et en plus aussi, la seule connaissance que ces prisonniers peuvent avoir, c'est la connaissance sensible. Et comme vous le savez, la connaissance sensible n'est pas une vraie connaissance. Pourquoi? Parce que les sens nous trompent. Si les sens nous trompent, Descartes, si les sens nous trompent quelquefois, pourquoi pas toujours? Donc il ne faut pas se fier des connaissances sensibles. Donc raison pour laquelle si on vous dit que l'homme du sens commun est guidé par les sensations, l'homme du sens commun est guidé par la tradition, c'est parce que ça, l'homme du sens commun, il évolue à l'intérieur de la caverne. Maintenant, Platon dit, si on force un prisonnier à sortir de la caverne, si on le dit, lève-toi, ce prisonnier va se lever avec beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce qu'il était immobile. Et si on pousse ce prisonnier à sortir de la caverne, en marchant, il va traîner ses pieds. Pourquoi? Parce que là, on sous-entend les douleurs qu'on ressent en philosophant. Est-ce que vous suivez jusque-là? Maintenant, si ce prisonnier marche en faisant des efforts, marche, arrivé ici devant la porte, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Il était dans l'obscurité. Arrivé devant la porte, la lumière du jour va éblouir ses yeux. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela qu'on a l'habitude de dire que s'étonner, la philosophie n'a pas d'autre origine. La lumière qui éblouit ses yeux va lui pousser à poser des questions. D'où vient cela? Ça c'est clair. Ça vient d'où? Il commence l'étonnement. Maintenant, c'est l'étonnement qui va lui pousser à sortir de la caverne. Et s'il sort de la caverne, il va marcher comme un étranger. C'est pour cela qu'on vous dit que le philosophe, il se comporte comme un étranger dans le monde. Et l'homme du sens commun, il se comporte comme quelqu'un qui est habitué. Le philosophe, en marchant, il fait comme ça. Pourquoi? Parce que pour le philosophe, rien n'est clair. Pour le philosophe, tout est problème. Pour le philosophe, les idées bien faites sont toujours mal faites. Pour le philosophe, il n'existe pas d'évidence. Pour le philosophe, le monde est énigmatique et le monde est incompréhensible. Mais tel n'est pas le cas pour l'homme du sens commun. L'homme du sens commun, il marche à l'aise comme si rien n'était. Pourquoi? Parce que pour l'homme du sens commun, tout est clair. Pour l'homme du sens commun, le monde est gouverné par des évidences. Pour l'homme du sens commun, on n'a pas besoin de poser de questions. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est comportement du philosophe et comportement de l'homme du sens commun. Maintenant, donc, le philosophe, il va se comporter comme un étranger. Il marche tout en posant des questions, en posant des questions. Maintenant, s'il marche, arrivé là, comme ici, vous suivez, c'est la route, on sous-entend, il y a des gens, ils font des va-et-vient. Arrivé là-bas, ici, il va dire que tiens,
Donc là, on sous-entend des personnes. Mais aussi, j'ai oublié de vous dire que dans cette partie intitulée épaisseur, il y avait l'ombre des passants qui reflétait sur le mur. Et ces prisonniers vont croire que ces ombres-là sont de la réalité. Mais une fois que le prisonnier sort, il saura que non, ce qu'il voyait, c'était l'ombre des passants. Mais la vérité, c'est ça. Donc à partir de là, on peut dire que ce prisonnier n'est plus dans le monde sensible, mais il est dans le monde intelligible. Il est dans le monde intelligible. Donc le monde intelligible, ça symbolise l'extérieur, et le monde sensible symbolise l'intériorité. Donc à partir de là, on peut dire que le philosophe, il évolue dans un monde qu'on appelle le monde intelligible, et l'homme du sens commun, il évolue dans un monde qu'on appelle le monde sensible. C'est pour cela le philosophe, il est quoi? Il est considéré comme un fou par l'homme du sens commun. Pourquoi? Parce qu'il évolue dans le monde intelligible. C'est pourquoi parfois on a l'habitude de dire que les philosophes sont bizarres parce qu'ils évoluent dans le monde intelligible. Ça veut dire que donc le philosophe, il est déconnecté du monde sensible. Mais l'homme du sens commun, il évolue dans le monde qu'on appelle le monde sensible. Et la seule connaissance que l'homme du sens commun peut avoir, c'est la connaissance sensible. Or, la connaissance sensible n'est pas une vraie connaissance. Maintenant, la connaissance intelligible, c'est la vraie connaissance. C'est pour cela que Platon dit, pour trouver la vérité, impérativement, il faut quitter le monde sensible pour accéder au monde intelligible. Est-ce que vous avez un peu compris? Donc, on peut dire que le philosophe, donc, il se distingue radicalement de l'homme du sens commun. Le philosophe et l'homme du sens commun n'ont pas les mêmes comportements, n'ont pas les mêmes réactions. Donc pour l'homme du sens commun, tout est nickel, il ne pose pas de questions. Mais le philosophe, il passe tout son temps à poser de questions. Mais cela aussi va nous pousser à répondre à ta question. Quelle est la différence entre le philosophe et le savant, entre le philosophe et l'ignorant? N'est-ce pas? C'est ce que vous voulez? Entre le savant et le sage. Maintenant, il y a un peu de liaison entre le savant et le sage. Exemple, il y a des gens, ils refusent de dire que le philosophe, il est un sage, mais plutôt un savant. Exemple, un savant, si, exemple, vous voulez comprendre un savant, prenez le rapport d'abord entre le philosophe et un savant. Le philosophe, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne sait pas. Donc le philosophe, il est conscient que lui, il ne sait pas. C'est pour cela que Socrate disait, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. N'est-ce pas, vous comprenez? Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Puisque je ne sais rien, donc je dois aller faire de la réflexion. Et cette forme de modestie doit apparaître tout individu animé de la volonté de savoir. Parce que celui qui croit savoir est non disposé à la recherche que celui qui est conscient de son ignorance. Très bien. Maintenant, pour chercher, il faut d'abord être conscient de son ignorance. Maintenant, pourquoi l'ignorant, il ne sera pas un philosophe peut-être? Parce que lui, il ne sait pas qu'il ne sait pas. Si on ne sait pas, qu'on ne sait pas, on peut ne pas chercher. C'est pour cela qu'on vous dit, seul celui qui sait ne pas savoir cherche. Et celui c'est qui? C'est le philosophe. Un savant, il n'a pas besoin de chercher. Parce qu'il sait qu'il sait. Un savant, c'est quelqu'un qui sait qu'il sait. Est-ce que vous comprenez? Donc, un savant, c'est quelqu'un qui sait qu'il sait. Et un Dieu, on sous-entend un sage. Dieu, on peut l'appeler sage. Un sage, c'est quelqu'un qui n'a besoin même pas de chercher. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà tout. Il sait déjà tout. Un sage, c'est quelqu'un qui sait déjà tout. Raison pour laquelle, lorsque Pythagore avait inventé le mot philosophie, ses amis l'appelaient Sophos. Sophos, ça peut signifier le sage. Mais Pythagore, il refusait l'appellation de Sophos en préférant celle de Philosophos. Il disait à ses amis, je ne suis pas un sage, je suis un Philosophos. Je suis un amoureux de la sagesse. Maintenant, il refusait l'appellation de Sophos. Sophos, c'est quelqu'un qui sait déjà tout. Un savant, c'est quelqu'un qui sait qu'il sait. Un philosophe, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne sait pas. Et un ignorant, c'est quelqu'un qui croit savoir alors qu'il ne sait rien. C'est pour cela, si vous lisez Eros, on vous dit que le philosophe est issu de Pénian et de Poros. Entre l'ignorant et le savant, il est au milieu. Il n'est ni un ignorant,
ni un savant, mais il est au milieu entre l'ignorance et le savant. C'est cette personne qu'on nomme le philosophe. Est-ce que vous avez compris? C'est bon jusque-là? On peut continuer. Vous voulez qu'on attaque la science? La science. Il y a des élèves de S dans la salle. Donc la science, oui, impérativement S ou L, C. La science, on va démarrer, ou bien je vais vous expliquer la science de manière générale, même avec l'épistémologie, une bonne fois, n'est-ce pas? Vous comprenez? Maintenant, science et philosophie. Pour comprendre la science et la philosophie, il faut se baser sur 3 rapports. Quels sont les 3 rapports? Il y a un rapport qu'on appelle rapport d'engendrement, un autre rapport qu'on appelle rapport d'indépendance et dernier rapport, rapport d'interdépendance. Rapport d'engendrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que philosophie et science étaient liées. Philosophie et science étaient liées. Tous les philosophes étaient des scientifiques et tous les scientifiques étaient des philosophes. Et c'est seulement à partir du XVIIe siècle que la science s'est détachée de la philosophie. C'est ça qu'on appelle rapport d'indépendance. Et quelles sont les premières sciences qui se sont détachées de la philosophie? Sont les mathématiques. Grâce à qui? Grâce à Pythagore. Après les mathématiques, les sciences physiques se sont détachées de la philosophie. Grâce à qui? Galilée et de Newton. Après les sciences physiques, il y a l'arrivée de la biologie qui s'est détachée de la philosophie grâce aux travaux de qui? De Claude Bernard. Après la biologie, il y a la chimie qui s'est détachée de la philosophie grâce à Lavoisier. Après la chimie, même les sciences humaines qui étaient proches de la philosophie se sont détachées de la philosophie à partir du XXe siècle. C'est ce qui a amené rapport d'indépendance. C'est pour cela qu'on me dit que la science elle est née tardivement. Pourquoi la science elle est née tardivement? C'est parce que la science a pu avoir l'autonomie à partir du XVIIe siècle. Bien avant le XVIIe siècle, philosophie et science étaient confondues. Maintenant, pourquoi les sciences se sont détachées de la philosophie? Parce qu'à un moment donné, lorsque la science était avec la philosophie, à un moment donné, les sciences ont trouvé leur objet d'étude. La géologie, objet d'étude, les animaux. La sociologie, objet d'étude, la société. Les linguistes, objet d'étude, les langues. Les mathématiques, objet d'étude, les nombres de l'arithmétique et les figures de la géométrie. Et la philosophie, elle n'a pas trouvé l'objet d'étude. Donc, raison pour laquelle les sciences se sont détachées de la philosophie. Et en plus aussi, les sciences se sont détachées de la philosophie. Pourquoi? Parce que les sciences ne cessent de nous présenter des vérités apodictiques. Vérité apodictique. Vérité apodictique, ça veut dire vérité exacte. Exemple, si vous dites apodictique. Exemple, si vous dites la religion se base sur des vérités dogmatiques, la science se base sur des vérités apodictiques. Apodictique, ça veut dire des vérités exactes. Et vous savez qu'en philosophie, il n'y a pas d'exactitude. C'est pour cela que la science s'est détachée de la philosophie. Et lorsque la science s'est détachée de la philosophie, on sous-entend opposition. À partir de là, vous pouvez déclencher un rapport d'opposition entre la philosophie et la science. La philosophie, elle est personnelle, la science, elle est universelle. La philosophie pose la question du pourquoi, la science pose celle du comment. La philosophie va du sujet vers le sujet, la science va du sujet vers l'objet. La philosophie se base sur désaccord, la science se base sur accord. Raison pour laquelle, si vous voulez définir la science, prenez la définition d'André Lalande. Comment André Lalande définit la science? André Lalande dit la science est l'ensemble des recherches ayant un degré suffisant d'unité et de généralité susceptible d'amener les hommes qui s'y consacrent à des conclusions concordantes. Donc si vous regardez, donc, la science se base sur l'exactitude, la science se base sur l'accord des esprits. Ou encore, si on vous demande quelles sont les caractéristiques de la science, vous pouvez dire que la science, c'est amour. Mais si on vous dit amour, vous tous vous savez. Si on vous dit la science, c'est amour, ça c'est technique pour comprendre. Science, amour. Amour, ça signifie activité. M, ça signifie méthodique. O, ça signifie objectif. U, ça signifie universel. Et R, ça signifie rationnel. Ça, c'est les caractéristiques. Et tel n'est pas le cas si on se base sur la philosophie. Est-ce que vous comprenez? Là, on sous-entend rapport
d'opposition entre la philosophie et la science. Est-ce que vous comprenez? Mais aussi, il faut comprendre que lorsque les sciences se sont détachées de la philosophie, les sciences se sont regroupées en se basant sur 3 groupes. On est à l'intérieur de l'épistémologie. 3 groupes. Quels sont les 3 groupes? Il y a des sciences qu'on appelle les sciences logico-formelles ou hypothético-déductives. Comme quelles sciences? La logique, les mathématiques. Il y a des sciences qu'on appelle les sciences expérimentales. Comme quelles sciences? La chimie, la biologie, etc. La médecine. La biologie, la biologie, c'est la science expérimentale. Et enfin, il y a les sciences humaines, histoire, géographie, sociologie, psychologie. Donc, lorsque les sciences se sont détachées de la philosophie, toutes les sciences se sont regroupées en se basant sur 3 groupes. Mais chaque groupe aussi se base sur des critères. Exemple, si vous prenez les sciences logico-formelles, pour trouver une vérité, si on se base sur ces sciences, il faut faire des calculs, il faut faire des raisonnements, il faut faire des démonstrations, ou encore il faut mesurer. Vous n'allez jamais voir un mathématicien qui pratique des expériences. Un mathématicien, il calcule, il mesure, il démontre pour trouver la vérité. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela qu'on les appelle les sciences hypothético-déductives ou les sciences logico-formelles. Et ces sciences nous donnent une vérité qu'on appelle vérité formelle. Vérité formelle, c'est une vérité qu'on ne peut pas toucher. C'est une vérité qu'on ne peut pas voir. C'est une vérité qui se base sur l'abstraction. Exemple, tout ce que votre prof de maths vous enseigne, vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas toucher. Exemple, arrivez à l'école demain, posez à votre prof de maths, monsieur, vous nous parlez Expo Hélène. Où est Expo? Où est Hélène? Il ne peut pas vous montrer ça. C'est l'abstraction. Raison pour laquelle on a trouvé nécessaire d'inventer des bâtonnets. Exemple, il y a des enseignants qui ont l'habitude de dire aux enfants, 1 plus 1 est égal à 2, c'est parce que l'enfant, il ne peut pas comprendre l'abstraction. Un enseignant qui dit à un élève 1 plus 1 c'est égal à 2, l'élève se posera des questions. Sama madame bi 2 bi may wax ana mu te man gisuma ko. Vous voyez ça? Vous lui dites 2, 2, 2, il ne peut pas avoir 2. Raison pour laquelle les gens ont trouvé nécessaire d'inventer des bâtonnets. Si vous dites à l'enfant 2 bâtonnets plus 2 bâtonnets égale 4 bâtonnets, il peut voir, il peut toucher. Parce que les mathématiques, c'est l'abstract. C'est pour cela qu'on les appelle les sciences hypothético-déductives ou les sciences logico-formelles. Et parce que ces sciences nous donnent quoi? Ces sciences nous donnent une vérité formelle. Vous laissez ces sciences, il y a des sciences qu'on appelle les sciences expérimentales. Les sciences expérimentales se basent sur des expériences. Ici, on ne calcule pas, on ne démontre pas, il faut faire des expériences. Exemple, si je vous dis, vous vous rappelez ça en SVT, ça c'est un tube à essai, à l'intérieur il y a un peu de pain, on verse du liqueur de filling, à chaud, on aura coloration rouge bleu qui symbolise sucre. Ou bien ça c'est un tube à essai, à l'intérieur il y a un peu de pain, on verse de l'eau iodée, on aura coloration bleue qui symbolise l'ami. Ça c'est l'expérimentation. C'est ça qu'on appelle les sciences expérimentales. Les sciences expérimentales, vous pouvez prendre la médecine, la biologie. Et leur démarche, les sciences expérimentales, pour trouver la vérité, ces sciences se basent sur 3 séquences. Il doit y avoir un fait problème. Après fait problème, il doit y avoir hypothèse. Hypothèse, après il doit y avoir vérification. Et je vais vous expliquer ça de manière très facile. Si vous prenez l'exemple de Claude Bernard. Claude Bernard avait des lapins. Les lapins sont des herbivores. Et Claude Bernard dit que les herbivores doivent avoir l'urine trouble et alcaline et les carnivores doivent avoir l'urine claire et acide. Les carnivores. Et un jour, il a testé l'urine de ces lapins. Il a vu que ces lapins ont l'urine acide. Et les lapins sont des herbivores. C'est ça qu'on appelle domaine scientifique un fait problème. Donc il est devant un fait problème. Comme en science, hasard n'existe pas, on est obligé de comprendre l'origine de ce problème. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si on est devant un fait problème c'est quoi? Les lapins sont des herbivores, ils doivent avoir l'urine alcaline, or ces lapins ont l'urine acide. Ça c'est un fait problème. Comme hasard n'existe pas, ici on est obligé d'étudier l'origine de ça. Est-ce que vous comprenez? Donc ça c'est fait problème. Deuxième étape, ça sera l'hypothèse. L'hypothèse, si on vous pose la question, est-ce qu'il y a une place de la subjectivité dans l'objectivité de la science? C'est l'exemple là qu'il faut donner.
C'est le fait que lorsque le savant avance une hypothèse, hypothèse c'est l'aspect personnel. Et Claude Bernard avait avancé une hypothèse en disant que si mes lapins ont l'urine acide, c'est parce qu'à l'état jeune, les lapins se nourrissent de leur sang. Ça, c'était une hypothèse. Mais hypothèse, il n'y a pas encore de vérité. Et il est obligé maintenant de prendre quoi? De faire quoi? De faire l'expérimentation. L'expérimentation consiste à faire quoi? Comme ces lapins étaient à jeun, il commence à donner de l'herbe à ces lapins. À jeun, ça veut dire que les lapins n'ont pas mangé. Il commence à donner de l'herbe à ces lapins. Il donne de l'herbe, il donne de l'herbe, il donne de l'herbe. Est-ce que vous suivez? Il donne de l'herbe. À un moment donné, il teste l'urine des lapins. Il voit que l'urine des lapins devient normale. Est-ce qu'il doit tirer une vérité scientifique? Non. Il doit faire autre expérience. L'autre expérience, il isole les lapins. Il refuse de donner de l'herbe aux lapins. Il laisse les lapins sans manger. À un moment donné, il teste encore l'urine. Il voit que l'urine devient anormale. À partir de là, il tire une loi scientifique. Tous les herbivores, à l'état jeune, se nourrissent de la viande. Et cela est devenu une vérité scientifique. Est-ce que vous avez compris? Donc les sciences expérimentales, c'est comme ça que ces sciences marchent. Sciences expérimentales, 3 étapes: fait, problème, hypothèse, vérification de l'hypothèse. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ça reste les sciences humaines. Les sciences humaines comme histoire, géographie, sociologie, linguistique. Ces sciences se basent sur quoi? Sur des documents, sur des fouilles, sur des témoignages pour trouver la vérité. Raison pour laquelle ces sciences renferment des vérités approximatives. Pourquoi approximatives? C'est parce que les historiens, prenez le cas de l'histoire, les historiens, ils n'étaient pas témoins. L'histoire, exemple, un historien, un prof d'histoire qui est né en 1978, il veut expliquer des événements qui s'étaient passés en 1796. Est-ce qu'il y aura l'objectivité pure? C'est la raison pour laquelle parfois les sciences humaines sont un peu critiquées. Et si le prof explique, c'est comme s'il était là-bas. Regardez vos profs d'histoire, comment ils expliquent la guerre mondiale. On lançait roquettes, ils planquaient, l'autre revendiquait, etc. Et pourtant, eux, ils n'étaient pas là-bas. Donc maintenant, dans ce sens, est-ce qu'il y a quoi? Est-ce qu'il y a carrément ce qu'on appelle l'objectivité? Donc, raison pour laquelle il y a des gens, ils critiquent un peu cela. N'est-ce pas? Vous comprenez jusque-là? Donc, c'est ça qu'on appelle un peu démarche. Donc, des sciences, si on se base sur les sciences logico-formelles, les sciences expérimentales et les sciences humaines. Maintenant, ça, c'était l'épistémologie. Maintenant, on retourne un peu sur la philosophie et la science. Donc, après séparation entre la philosophie et la philosophie aussi ne pouvait pas laisser seule la science. Parce que, comme vous le savez, la science laissée à elle-même, elle est dangereuse. Pourquoi, selon vous, la science laissée à elle-même, elle est dangereuse? Pourquoi? Qui peut répondre? Vous levez la main. Pourquoi la science laissée à elle-même, elle est dangereuse? Oui, là-bas? Hein? C'est parce que la science se base sur neutralité axiologique. La science n'a rien à voir avec la morale. N'est-ce pas? Vous comprenez? Et pour montrer que la science laissée à elle-même, elle est dangereuse, c'est ce qui a poussé François Rabelais à dire « science sans conscience ». Pour montrer que la science laissée à elle-même, elle est dangereuse, c'est ce qui a poussé Henri Bergson à dire « la science a besoin d'un supplément d'âme ». Laissée à elle-même, elle est dangereuse, c'est ce qui a poussé Albert Einstein à dire « tout notre progrès technologique dont on chante les louanges, le cœur même de cette civilisation est comme une hache de guerre dans la main d'un criminel ». Donc, s'il compare la technologie à une hache de guerre dans la main d'un criminel, donc à partir de là, donc, on peut alors dire que la science laissée à elle-même, elle est dangereuse. Donc, s'il en est ainsi, on peut alors dire quoi? On peut alors dire que la science laissée à elle-même, elle est dangereuse. Maintenant, si on pose la question, pourquoi la science laissée à elle-même, elle est dangereuse? C'est parce que la science est à l'origine des retombées négatives. Qui peut me donner des retombées négatives, des côtés négatifs de la science? Oui, il y a bombe atomique. Il y a aussi, les trafics d'organes. Aujourd'hui même, c'est l'actualité. Aujourd'hui, le corps de l'homme se vend en pièces détachées. Si vous voulez cœur, tu peux négocier tout de suite et avoir un cœur, rein, etc. Maintenant, à partir de là, on sous-entend que donc c'est catastrophique. Non, vous ne le savez pas. Le corps de l'homme se vend en pièces détachées. Si vous voulez que tu négocies, rein, tu négocies. Les gens, ils vont vendre ça à bon prix.
Il y a des gens capables de vous vendre ces gens. Mais c'est la science qui est à l'origine. Si le corps de l'homme se vend en pièces détachées, il y a un problème. L'homme est digne de respect. À part ça aussi, il y a là-bas, surtout ça, avortement médicalisé. Surtout ça, avortement. Surtout ça. Et moi, je me dis que même si l'enfant est issu de l'inceste, on ne doit pas abroger la vie de l'enfant. Il n'y a pas quelque chose qui peut nous pousser à tuer et à dire que le fait de tuer est acceptable. Non, on ne doit pas tuer. Peut-être l'État pouvait faire autre chose, mais tuer même c'est autre chose. Et aussi, il y a quel aussi point négatif? La criminalité au niveau de l'Internet. Surtout ça, criminalité au niveau de l'Internet. Ouais. Ou bien même prenez l'Internet tout court, pas de criminalité, même l'Internet tout court. Aujourd'hui, l'Internet est en train de diviser les gens. Non, si. Imaginez aujourd'hui ce qui se passe. Parfois, à la descente, chacun est dans sa chambre en train de connecter. Et dans la maison, il y a silence de cathédrale. Chacun est dans sa chambre. Vous pensez qu'ici, il n'y a personne. Et chacun est en train de connecter. À un moment donné, il y aura l'animosité. C'est pour cela aujourd'hui, les frères n'aiment pas les sœurs n'aiment pas les frères, les grands frères n'aiment pas les petits frères. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas chaleur de sociabilité. Il y a éloignement. Et cela est dû à quoi? Très bien. Chacun est dans sa chambre en train de connecter. Ça, c'est les dangers. Regardez, ce qui est intéressant, c'est quoi? Après la descente, vous regroupez, quelqu'un prépare du thé à côté, vous parlez, vous bavardez. Ça, c'est beau. Des frères et des sœurs qui parlent jusqu'à rire, etc. Mais ça, c'est beau. Ça renforce les liens. Mais raison pour laquelle aujourd'hui, il y a des frères qui n'aiment pas leurs sœurs. Cela est dû à quoi? À l'Internet. Et ça, c'est catastrophique. Et les gens, non, si, c'est dangereux. Et aujourd'hui même, regarde, aujourd'hui aussi, les jeux là. Les jeux ont tendance à figer l'intelligence de nos enfants. Surtout les jeux. Exemple, personne ne doit pas se concentrer sur un jeu à l'intervalle de 2 heures de temps. À l'époque, prenez les élèves à l'époque. Mais vous leur dites 83 multiplié par 6 divisé par 3, il suffit de fermer les yeux. S'ils ouvrent les yeux, ils vont vous donner le résultat. Mais cette génération, si vous leur dites 83 multiplié par 2 divisé par 6, s'ils ferment les yeux, ils ne vont plus ouvrir les yeux. Maintenant, à partir de là, on sous-entend quoi? Donc, la machine a figé l'intelligence. Maintenant, c'est dans ce sens-là. Et tout ça, vous suivez, et tout ça, ça fait partie de quoi vous pensez? Ça fait partie des dangers de la science. Aujourd'hui, regardez, il y a quoi? Vente d'ovule et d'sperme. J'ai dit vente d'ovule et d'sperme. On doit dire halte à la science. Et aujourd'hui aussi, regardez, il y a quoi? Aujourd'hui, stérilité, ça n'existe plus. N'importe quelle femme peut avoir d'enfants. Raison pour laquelle on vous dit, l'enfant n'est plus un don, l'enfant est devenu un dû. N'importe quelle femme peut se lever le matin de très bonne heure en disant que s'il ne plaît pas à l'être transcendant Dieu, je vais avoir un enfant. Et elle aura un enfant. La science est là. Vous ne le savez pas. Et aujourd'hui même, nous tous, on peut choisir le sexe de notre futur bébé. Vous ne le savez pas? Si. On peut choisir le sexe de notre futur bébé. Et il y a des gens, une fois à l'hôpital, le médecin est là. Le médecin leur demande, qu'est-ce que vous voulez? Ils sont là en train de penser, ouais, les filles, elles sont un peu capricieuses. Docteur, garçon. Maintenant, vous voyez ça? Et maintenant, le docteur fera de telle sorte que donc, il aura un garçon. Maintenant, c'est dans ce sens-là. Maintenant, donc, vous voyez. Donc, à partir de là, on sous-entend quoi? On sous-entend que donc, la science, elle est horrible. Donc, raison pour laquelle, vous suivez, raison pour laquelle le rôle de la philosophie, c'est de conscientiser la science. Pourquoi? Parce que la science, laissée à elle-même, elle est dangereuse. Et ce n'est pas du hasard si Rostand disait, la science a fait de nous des dieux avant que nous méritions d'être des hommes. Ce n'est pas du hasard s'il dit que la science a fait de nous des dieux avant que nous méritions d'être des hommes. Ou encore, ce n'est pas du hasard si on dit que si la science avance, Dieu recule. Si la science avance, Dieu recule. Et aujourd'hui, Dieu est en train de reculer. Regardez les résultats scientifiques aujourd'hui. Regardez les résultats scientifiques. Mais cela n'empêche aussi, la science renferme des côtés négatifs.
négative. Donc, raison pour laquelle, si vous voulez introduire la philosophie à l'intérieur de la science, il faut montrer que le rôle de la philosophie, c'est de conscientiser la science, parce que la science laissée à elle-même, elle est dangereuse. Pourquoi conscientiser la science? C'est parce que la science se base sur neutralité axiologique. Est-ce que vous avez un peu compris? C'est parce que la science se base sur neutralité axiologique. Donc le rôle de la philosophie, c'est le fait de moraliser la science. Le fait de dire halte à la science. Mais aussi, tout n'est pas négatif si on se base sur la science. La science aussi, quoi qu'on puisse dire, il faut reconnaître cela. La science a des côtés positifs. Grâce à la science, on a la naissance d'une famille en heure. Ventilateur, climatiseur, réfrigérateur, adaptateur, écouteur. Donc tout ça, c'est la science qui est à l'origine de ça. Donc c'est ce qu'il faut comprendre par rapport à la philosophie et la science. Mais aussi, il faut comprendre que si on vous parle de retombées négatives, c'est la technoscience. C'est la technoscience qui est à l'origine des retombées négatives. La science, elle seule, elle est théorique. Mais aujourd'hui, on ne peut plus parler de science à part et de technique à part. Si on veut commercialiser la science, il faut qu'il y ait l'aspect technique. Exemple, si je vous disais, venez, je vais vous vendre le théorème de Pythagore, AB au carré plus AC au carré égale BC au carré, je vais vous vendre ça. Qui va acheter? Personne. Maintenant, pour acheter cela, il faut l'introduire à l'intérieur d'une technique. Donc c'est la technique qui peut nous permettre de commercialiser la science. Est-ce que vous avez compris? Donc pour commercialiser la science, il faut qu'il y ait l'aspect technique. Et même aujourd'hui, on travaille sous forme de chaîne. Aujourd'hui, un savant a besoin d'un ingénieur et l'ingénieur a besoin d'un technicien. Mais sans technicien, mais l'ingénieur, il n'est rien. Sans savant, l'ingénieur, il n'est rien. Donc le savant a besoin d'un ingénieur et l'ingénieur a besoin d'un technicien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on travaille en se basant sur une chaîne. Raison pour laquelle aujourd'hui, on parle de technoscience. Et la technique aussi, il faut comprendre que c'est la technique qui existait bien avant la science. La technique a précédé la science. L'homme était d'abord Homo faber avant d'être Homo sapiens. L'homme a commencé à faire quoi? À créer avant de penser. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une vérité absolue. Donc la technique a précédé la science. L'homme était d'abord Homo faber avant d'être Homo sapiens. Et même avant qu'on théorise des trucs, il y avait des gens, ils utilisaient ça. Exemple, avant qu'on invente la théorie de la fermentation, voyelle. Mais les peuples qui étaient là, ils fermentaient. Vrai ou faux? Voyez. Et nous, avant qu'on invente le frigo pour garder la viande, mais non pendant qui était là, ils gardaient la viande. En faisant quoi? Def ko dagg yu ndaw xorom ko bam saf. Du yàqu. N'est-ce pas? Maintenant, à partir de là, ça c'est bien avant qu'on parle de frigo. N'est-ce pas? Vous comprenez? Donc il y avait des techniques. Donc raison pour laquelle la technique a précédé la science. Maintenant, pourquoi, vous suivez? Maintenant, pourquoi on a inventé la technique? C'est pour prolonger nos organes. Exemple, pourquoi on a inventé l'stylo? On a inventé l'stylo, c'est parce qu'on voulait imiter le droit qui écrit sur le sol. Si vous voulez écrire sur le sol, vous n'avez pas besoin de stylo. Vous allez utiliser votre doigt. Maintenant, les gens voulaient écrire sur du papier. C'est ce qui leur a poussé à inventer le stylo. Donc, le stylo, c'est prolongement du doigt qui écrit sur le sol. Ça, c'est l'aspect technique. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi on a inventé balai? Ça dépend. Balai taxaw, balai seug, c'est n'importe quel balai. Maintenant, pourquoi on a inventé le balai? C'est parce qu'on voulait imiter la main qui nettoie le sol. Si on nettoie le sol, on peut utiliser la main. Mais pour prolonger cela, ils ont inventé le balai. C'est ça qu'on appelle l'aspect technique. Donc technique, c'est pour prolonger les organes de l'homme. C'est pour cela qu'on a inventé l'aspect technique. Mais il faut comprendre que si on parle de retombées négatives, c'est la technique qui renferme les retombées négatives. Mais la science théorique peut ne pas être dangereuse, mais c'est l'aspect technique. Est-ce que vous avez compris? C'est bon jusque-là? Autre chose, oui? Donc, encore, ça veut à travers vos explications, donc nous pouvons dire que la philosophie et la science étaient en couple comme le mariage, le divorce et la réconciliation. Très bien, on peut résumer ça comme ça, mariage, divorce, réconciliation. Mariage, vous n'êtes pas là.
en wolof. Chaque jour soo leen gisee bras dessous bras dessous, aller chercher, aller acheter des bananes, cueillir des fleurs. Maintenant, à un moment donné nag, vous voyez, il y a divorce. Et lorsqu'il y avait divorce, xaste bi commencé ñëw. Comme ça nga ne ko yow mënoo togg fóot mënoo ko dara mënoo ko kooku ne ko yow toogal fii di wax rek góor ñi ñu am fayda lañ mais yow ku ñàkk fayda nga. Maintenant c'est ça qu'on appelle la science dit à la philosophie. Philosophie, toi tu es inutile, tu es purement théorique, tu ne peux pas rien créer. Et la philosophie dit à la science, toi tu es dangereuse, toi tu crées des bombes, etc., etc. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Maintenant ça c'est bien. Maintenant après nag mu am benn pas bu baax bu nekk ci koñ bi fu xottee ko rek mu ñaw yow yaay pas bi très bien. Maintenant après pas bi ñëw boole leen ñëw ci philo ne philo science ni mu la bëggee science yow rek lay waxtaane ñëw ci science philo de la bëgg ba su la xalaatee sax jooy rek ñoom ñaar bi ñu gisantee rek lëngaat ça qu'on appelle réconciliation. Donc c'est pour montrer les rapports, ça c'est bien médité, les rapports entre la philosophie et la science. C'est bon? Autre chose? Oui, la religion. Oui, la religion, philosophie et religion. Maintenant là, il faut définir la philosophie et définir la religion. Et aussi, il ne faut pas oublier que à chaque fois, si on vous donne un sujet, il faut définir les mots en se basant sur leur contexte. Exemple, je ne peux pas vous donner philosophie et religion. Vous me dites la philosophie est forme de spiritualité. Il n'y aura pas de rapport avec la religion. Donc toujours, il faut définir les mots en se basant sur leur contexte. Maintenant, qu'est-ce que la philosophie? Je pense qu'actuellement, vous tous, vous avez des définitions en tête. En philo, il y a des définitions, ça doit exister a priori et non a posteriori. Ça veut dire que ces définitions doivent exister là. Si on vous donne un sujet, il ne faut pas une définition, on ne cherche pas, ça doit exister. Exemple, si on pose la question, qu'est-ce que la philosophie? Toujours, n'affirmez pas. Il faut toujours nuancer. Vous dites la philosophie peut être définie. Ça, je pense que vous comprenez. Il ne faut jamais dire la philosophie se définit. Il faut dire la philosophie peut être définie. Vous pouvez dire la philosophie peut être définie comme une réflexion qui a comme fondement la raison, comme démarche la critique et pour objectif la sagesse. Ça c'est une définition. La philosophie peut être définie comme une réflexion qui a comme fondement la raison, comme démarche la critique et pour objectif visé la sagesse. Si vous voulez aussi, vous pouvez dire la philosophie est une réflexion, peut être définie comme une réflexion critique, personnelle, rationnelle, ouverte à la discussion et à la remise en question. Ça, c'est une définition. Si vous voulez aussi, vous pouvez dire la philosophie peut être définie comme une entreprise faite de doutes, d'étonnement et de remise en question. Ça, c'est une définition. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, que signifie la religion? Religion, ça vient de deux mots. Religare et religere. Religare, relier, religere, rattacher. La religion relie et rattache les hommes vers un être supérieur qu'on appelle Dieu. Ou bien même, vous pouvez prendre l'étymologie religieux, qui signifie quoi? Vénération, adoration. C'est ça qu'on appelle la religion de manière générale. Mais le problème ici, il faut comprendre que monothéisme, c'est une religion. Polythéisme, c'est une religion. Fétichisme même, c'est une religion. Il y a des gens, si vous le dites religion, ils pensent que c'est la religion chrétienne et la religion musulmane. Polythéisme, c'est une religion. Monothéisme, c'est une religion. Fétichisme, c'est une religion. On sous-entend religion. Même si je crois à un arbre, si 3 personnes croient à un arbre, c'est une religion. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que c'est l'étymologie. C'est un lien entre l'homme et le divin. C'est un lien entre l'homme et un être super. Moi, je peux diviniser un arbre. Ça, c'est une religion. Il ne faut pas seulement penser que c'est la religion chrétienne et la religion musulmane. Est-ce que vous avez compris? Si vous terminez de définir les deux, maintenant, il faut montrer que d'une part, philosophie et religion, de manière résumée, ne peuvent pas aller ensemble. D'une part. Pourquoi ces deux ne peuvent pas aller ensemble? C'est parce que pour le philosophe, la raison est au-dessus de tout. Mais pour le religieux, c'est la foi qui est au-dessus de tout.
Est-ce que vous comprenez? Pour le philosophe, la raison est au-dessus de tout, mais pour le religieux, c'est la foi qui est au-dessus de tout. Et vous savez d'une part que foi et raison ne peuvent pas aller ensemble. Comme disait Blaise Pascal, c'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Comme disait Blaise Pascal, Dieu est sensible au cœur, mais Dieu n'est pas sensible à la raison. Comme disait Blaise Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Est-ce que vous comprenez? Là, on sous-entend nettement une opposition entre la foi et la raison. Il y a opposition. Et la philosophie et la religion avaient des rapports conflictuels depuis Socrate. J'ai dit depuis Socrate. Posez-vous la question, pourquoi Socrate a été condamné? Parce qu'il philo et il y avait l'église qui était là. Socrate, il philosophait, il marchait dans la cité, il posait des questions, il aidait les gens à trouver la vérité. En se basant sur quoi? La maïétique, la réminiscence et l'ironique. Il aidait les gens, il accouchait les esprits. Et un jour, on l'a accusé de manière injuste, en disant que Socrate est coupable de ne pas honorer les dieux de la cité. Il est coupable d'introduire de nouvelles divinités. Il est coupable de corrompre la jeunesse. Sentence, peine de mort. Et il a été condamné. Et c'était l'église. Et on lui avait donné un poison qu'on appelait la ciguë. Et avant de mourir, il a démontré l'immortalité de l'âme. Pour montrer qu'une personne ne peut pas mourir. Ça, c'est extraordinaire. Mais bon, de toute façon, il a été condamné par l'église. Donc, si vous voulez montrer que philosophie et religion ne peuvent pas aller ensemble, ont des conflits, vous dites qu'on a des conflits depuis Socrate. Depuis Socrate, philosophie et religion avaient des problèmes. C'est pour cela que Socrate a été condamné. C'est pour cela que Giordano Bruno a été brûlé vif. Giordano Bruno. Mais aussi ce qu'il a dit, c'est trop. Pourquoi? Parce que ce qu'il a dit, c'est trop, en tout cas. Parce qu'il blasphémait le Christ. Donc, raison pour laquelle il a été brûlé vif. Donc, c'est pour montrer que philosophie et religion avaient des problèmes depuis. Le problème, ça date depuis. Maintenant, rapport d'opposition entre la philosophie et la religion. Exemple, si vous dites la religion, elle est dogmatique. La philosophie, elle est anti-dogmatique. C'est bon? La religion est sacrée. La philosophie se base sur désacralisation. Désacralisation, on sous-entend le fait de gommer tout ce qui est sacré. C'est bon? Si vous voulez aussi, vous pouvez dire que dans la religion aussi, on sous-entend quoi? Dans la religion, on sous-entend soumission. Soumission, c'est ça qu'on appelle en wolof djebelu, soumission. Si vous faites ça, vous dites au marabout, mon marabout, il vous dit oui mon talibé. Vous lui dites je vous donne mon corps, je vous donne mon âme. C'est ça qu'on appelle la soumission. Et en philosophie, on ne parle pas de soumission. Donc là aussi on sous-entend une opposition. Donc raison pour laquelle peut-être on peut parler d'opposition entre la philosophie et la religion. Mais aussi de manière résumée, il n'y a pas seulement opposition, il y a aussi rapport de complémentarité. Ça veut dire que donc la philosophie peut aider la religion comme la religion peut aider la philosophie. Maintenant, comment la philosophie peut aider la religion? Comme vous le savez, nous tous on croit Dieu de manière aveugle. Ici dans la classe, personne n'a jamais vu Dieu. Non, si on ne sait même pas que Dieu existe, on croit, nous tous on croit. N'est-ce pas? Vous comprenez? On croit. Maintenant, si quelqu'un parvient à nous démontrer l'être que nous croyons, est-ce que cela ne peut pas raffermir notre foi? Il y a des philosophes, ils l'ont fait. Il y a des philosophes, ils ont donné des preuves pour montrer que Dieu existe. Il y a une preuve qu'on appelle preuve ontologique. Preuve ontologique, c'est donnée par Descartes. Descartes dit, puisque je doute, je suis imparfait. Puisque je suis imparfait, je possède en moi l'idée de parfait dont je ne puis être la cause. Il y a un être parfait qui est l'idée de ce parfait et l'idée de mon être. Un être qui peut tout et par qui j'ai été créé tel que je suis. Cet être parfait existe, donc Dieu existe. Ça, c'est la démonstration. Et cette démonstration peut raffermir la foi des croyants. Les croyants, ils sauront que Dieu existe. Ça qu'on appelle preuve ontologique. Je reprends. Descartes dit, puisque je doute, je suis imparfait. Puisque je suis imparfait, je possède en moi l'idée de parfait dont je ne puis être la cause. Il y a un être parfait qui est l'idée de ce parfait et l'idée de mon être.
un être qui peut tout et par qui j'ai été créé tel que je suis, cet être parfait existe, donc Dieu existe. Maintenant, cela peut affermir la foi d'un croyant. Le croyant va dire, dès que tu es le Dieu que nous croyons, il existe. Maintenant, la religion, donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, on avait commencé par quoi? On avait commencé à montrer rapport d'opposition entre la philosophie et la religion. Et aussi montrer, à part rapport d'opposition, aussi, il y a rapport de complémentarité. Ça veut dire que donc, philosophie et religion peuvent marcher la main dans la main. Raison pour laquelle je vous ai donné donc une preuve qu'on appelle la preuve ontologique. Et la preuve ontologique, c'est Descartes. C'est lorsqu'il démontrait l'existence de Dieu. Il s'est basé sur le cogito ergo sum pour démontrer l'existence de Dieu. Il ne faut pas oublier que c'est Descartes qui disait « je pense donc, je suis ». Et à partir de « je pense donc, je suis », il a démontré l'existence de Dieu en disant que puisque moi, Descartes, je doute, c'est parce que je suis imparfait. Puisque je suis imparfait, je possède en moi l'idée de parfait dont je ne peux être la cause. Il y a un être parfait qui est l'idée de cette cause et l'idée de mon être. Un être qui peut tout et par qui j'ai été créé tel que je suis. Cet être parfait existe, donc Dieu existe. Ça veut dire qu'en regardant l'homme, tu sauras que Dieu existe. Regardez l'homme. Exemple, regardez votre prochain. Regardez celui qui est à côté de vous, tu sauras que Dieu existe. Si vous regardez l'homme, tu sauras que Dieu existe. Et l'homme, il est tellement bizarre. Et si vous regardez l'homme, il y a proportionnalité. Si vous regardez l'homme, il y a l'équilibre. Tout ça, ça émane de l'être transcendant Dieu. Donc ça, c'est une preuve qu'on appelle preuve ontologique. Il y a aussi une autre preuve qu'on appelle preuve cosmologique. Preuve cosmologique, ça veut dire, si vous regardez le monde, tu sauras que dans le monde, il n'y a pas de désordre. S'il n'y a pas de désordre, c'est parce qu'il y a de l'ordre. S'il y a de l'ordre, c'est parce qu'il y a un être ordonnateur. Et l'être ordonnateur ne peut être que Dieu, du fait que le monde est trop beau pour être le fruit des hasards. Donc là, on sous-entend qu'il y a Dieu qui a créé tout cela. Donc ça, on sous-entend des preuves que les philosophes ont données pour montrer que Dieu existe. N'est-ce pas, vous comprenez? Mais aussi, la religion aussi joue un rôle important. Pourquoi? Parce que la religion peut aider la philosophie. Si vous regardez de trop près, en philosophie, on pose des questions et c'est la religion qui donne des réponses. Exemple, si vous prenez les grandes interrogations philosophiques, ou bien même vous prenez les questions métaphysiques tout court, il y a des questions métaphysiques. D'où venons-nous? Où allons-nous? Qui sommes-nous? On l'appelle question d'origine. D'où venons-nous? Question d'essence, qui sommes-nous? Et question de finalité, où allons-nous? Si vous regardez les trois questions, la religion a donné des réponses. Exemple, d'où venons-nous si on se base sur la religion? Nous venons de qui? De Dieu. Où allons-nous si on se base sur la religion? Dieu. Qui sommes-nous? On est des esclaves de Dieu. Donc on peut dire que la religion a donné des réponses. Donc les philosophes, ils posent des questions et les religieux donnent des réponses. Donc ça, c'est de manière résumée. C'est bon? Et quoi d'autre là-bas, oui? La philosophie. Il est plus proche de la religion que de la science. Oui, maintenant il y a un sujet de dissertation. Exemple, dans le sujet, on nous dit la philosophie est plus proche de la religion qu'elle refuse d'être que de la science qu'elle cherche à être. Qu'en pensez-vous? C'est un sujet où il y a trois notions. Il y a la philosophie, il y a la science et il y a la religion.